Survivre à la Grande Dépression, cette leçon de vie qui compte encore aujourd'hui. Vous souvenez-vous des histoires que vos parents ou grands-parents vous racontaient sur la Grande Dépression? Ces récits de soupe faites avec des épluchures de pommes de terre, de chaussettes reprisées jusqu'à ce qu'elles soient plus fil que tissu d'origine, et de familles rassemblées autour d'un seul poste de radio pour se divertir? Peut-être avez-vous vécu certaines de ces époques vous-même, ou peut-être êtes-vous comme moi, quelqu'un qui a grandi en entendant ces histoires et en se demandant comment les gens ont non seulement survécu, mais ont trouvé des moyens de prospérer durant des temps si incroyablement difficiles. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette leçon profonde qui ont émergé de l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire, des leçons que je crois plus importantes que jamais auparavant. Ce ne sont pas seulement des curiosités historiques, c'est une sagesse pratique qui peut transformer notre façon d'aborder notre vie quotidienne, nos relations, et notre compréhension de ce qui compte vraiment. Voyez-vous, bien que nous ne puissions jamais faire face aux mêmes difficultés exactes que nos prédécesseurs, nous rencontrons tous nos propres tempêtes, défis de santé, soucis financiers, difficultés familiales, ou simplement le rythme accablant de la vie moderne. Les gens qui ont vécu la Grande Dépression ont développé une boîte à outils remarquable non seulement pour survivre aux temps difficiles, mais pour trouver du sens, de la joie et des connexions même quand tout semblait incertain. Leçon 1. L'art de s'en sortir et de trouver des solutions créatives. Permettez-moi de vous parler d'Éléonore, une femme que j'ai connue et qui n'avait que 8 ans quand la bourse s'est effondrée en 1929. Sa famille a perdu sa ferme, et ils ont déménagé dans un petit appartement en ville où son père prenait n'importe quel travail qu'il pouvait trouver. Éléonore m'a raconté comment sa mère pouvait faire un festin avec ce qui semblait être rien, des fans de navets du jardin du voisin, un peu de lard, et le pain de maïs de la veille transformé en un repas qui semblait abondant parce qu'il était partagé avec amour. Mais ce n'était pas seulement une question de nourriture. La mère d'Éléonore lui a appris à voir des possibilités partout. Les vieux journaux devenaient du papier cadeau pour les cadeaux de Noël. Les vêtements usés étaient soigneusement démontés, et le bon tissu était cousu en courte pointe ou en vêtements d'enfant. Les boîtes de conserve vides devenaient des jardinières pour des jardins de rebord de fenêtres qui fournissaient des herbes fraîches et de petits légumes. Ce n'était pas une question d'être avare ou de se contenter de moins par quelque obligation morale. C'était développer ce que j'appelle la pensée des possibilités, la capacité de regarder ce que vous avez et de voir non pas des limitations, mais des opportunités. Éléonore a porté cette compétence tout au long de sa longue vie, et même quand elle est devenue financièrement à l'aise dans ces dernières années, elle a maintenu cette merveilleuse capacité à trouver des solutions créatives et à ne rien gaspiller. Aujourd'hui, quand nous sommes entourés d'abondance mais nous sentons souvent dépassés par les choix et les dépenses, cette leçon nous rappelle que la créativité et l'ingéniosité sont des muscles que nous pouvons renforcer. Avant de nous précipiter pour acheter quelque chose de nouveau, nous pouvons faire une pause et demander « Qu'est-ce que j'ai déjà qui pourrait marcher ? Comment pourrais-je aborder cela différemment ?» Leçon 2. Le pouvoir de la communauté et du soutien mutuel. Pendant la dépression, il y avait une compréhension que tout le monde était dans le même bateau, et que ce bateau ne pouvait rester à flot que si les gens s'entraidaient. J'ai entendu d'innombrables histoires de voisins partageant tout ce qu'ils avaient non pas parce qu'ils avaient beaucoup, mais parce qu'ils comprenaient que la survie était un effort communautaire. Prenez l'histoire de Robert, dont le père a perdu son travail à l'aciérie en 1932. Robert avait 12 ans alors, et il a regardé son quartier se transformer en ce qu'il appelait une grande famille élargie. Madame Dubois, qui vivait à côté, était une excellente couturière. Elle raccommodait les vêtements des familles de tout le pâté de maison, ne demandant jamais de paiement mais recevant toujours quelque chose en retour, peut-être une miche de pain de Madame Martin, qui était connue pour sa boulangerie, ou de l'aide avec son petit jardin de Monsieur Bernard, qui avait la main verte. Le père de Robert, même en étant au chômage, organisait des équipes de travail parmi les hommes du quartier. Ils s'entraidaient pour les réparations domestiques, les déménagements, ou toute tâche qui nécessitait des mains supplémentaires. Quand quelqu'un trouvait un travail temporaire, il partageait des informations sur d'autres opportunités. Quand le père de Robert a finalement retrouvé un emploi stable, la première chose qu'il a faite était d'aider 2 autres hommes du quartier à obtenir des emplois dans la même entreprise. Ce n'était pas de la charité comme nous la concevons souvent aujourd'hui, c'était de l'entraide mutuelle, où chacun contribuait ce qu'il pouvait et chacun recevait ce dont il avait besoin. Les gens comprenaient que leur bien-être individuel était lié au bien-être de leur communauté. Dans notre monde moderne, où nous vivons souvent comme des étrangers les uns à côté des autres,
Cette leçon nous met au défi de penser différemment à l'indépendance et à la communauté. La vraie force ne vient pas du fait de ne jamais avoir besoin d'aide, elle vient d'être partie d'un réseau où chacun contribue et chacun est soutenu. Leçon 3. Trouver la richesse dans les plaisirs simples et la gratitude. Quand les gens ne pouvaient pas se permettre de cinéma, de vacances élaborées, ou de divertissements coûteux, ils ont découvert ou peut-être redécouvert la satisfaction profonde qui vient des plaisirs simples. Ce n'était pas se contenter de moins, c'était reconnaître l'abondance qui était déjà présente dans leur vie. Marie, qui était une jeune mère pendant les pires années de la dépression, m'a parlé des dimanches soirs dans sa maison. Après une semaine d'inquiétude d'argent et de débrouillardise, le dimanche soir était un temps sacré. Son mari jouait de la guitare qu'il avait depuis avant leur mariage, et elle chantait avec lui pendant que leurs 2 jeunes enfants dansaient autour de la cuisine. Parfois les voisins entendaient la musique et se dirigeaient vers eux, apportant leur propre voix aux chansons. Marie disait que ces soirées étaient parmi les moments les plus riches de toute sa vie, non pas malgré leur pauvreté, mais parce que leurs circonstances avaient dépouillé tout sauf ce qui comptait vraiment, la connexion, la musique, le rire, et la simple joie d'être ensemble. Elle a appris à trouver la richesse dans le rire d'un enfant, dans la façon dont la lumière du soir tombait sur leur petite table de cuisine, dans la satisfaction d'un jardin bien entretenu, dans le plaisir tranquille de raccommoder des vêtements en écoutant la radio. Cette leçon ne concerne pas la romantisation des difficultés ou prétendre que le stress financier n'est pas réel et difficile. Il s'agit de comprendre que notre capacité de joie et de contentement ne doit pas dépendre de nos circonstances. Quand nous nous entraînons à remarquer et apprécier les plaisirs simples, le goût du café du matin, la sensation de drap propre, un mot gentil d'un ami, les couleurs changeantes du ciel, nous développons ce que les psychologues appellent maintenant la résilience, mais que les gens de l'époque de la dépression appelaient simplement compter ses bénédictions. Leçon 4. L'importance de l'autonomie et des compétences pratiques. Les gens qui ont vécu la dépression comprenaient que la sécurité ne venait pas d'avoir de l'argent à la banque. Beaucoup avaient appris que les banques pouvaient faire faillite, mais d'avoir des compétences et des connaissances qui les serviraient quelles que soient les circonstances. Ils cultivaient ce que nous pourrions appeler la sagesse pratique. La capacité de faire pousser de la nourriture, de la conserver, de réparer des choses, de fabriquer des choses, et de résoudre des problèmes avec leurs mains et leur esprit. Considérez Thomas, qui était un jeune homme quand la dépression a frappé. Il avait travaillé dans un bureau, mais quand ce travail a disparu, il a réalisé qu'il avait peu de compétences pratiques. Alors il a passé les années suivantes à apprendre tout ce qu'il pouvait. Il s'est mis en apprentissage chez un homme âgé qui connaissait la menuiserie et la plomberie. Il a appris à cultiver des légumes et à conserver la nourriture de sa belle-mère. Il s'est enseigné la mécanique de base en travaillant sur les voitures des voisins en échange de leçons. Thomas disait souvent que perdre son travail de col blanc était l'une des meilleures choses qui lui soit jamais arrivée, parce que cela l'avait forcé à développer des capacités dont il ne savait jamais qu'il les avait. Ces compétences l'ont non seulement aidé à survivre à la dépression, mais lui ont donné confiance et autonomie qui l'ont servi toute sa vie. Même quand il est retourné au travail de bureau après la guerre, il a maintenu un grand jardin, fait ses propres réparations domestiques, et pouvait réparer presque tout ce qui se cassait. Cette leçon ne concerne pas devenir entièrement autosuffisant, ce n'est ni pratique ni nécessaire pour la plupart d'entre nous. Il s'agit de développer suffisamment de compétences et de connaissances de base pour que nous nous sentions capables et confiants dans notre vie quotidienne. Que ce soit apprendre à cuisiner des repas nutritifs à partir d'ingrédients de base, comprendre comment entretenir et réparer les choses que nous possédons, ou développer des compétences qui pourraient fournir un revenu si nécessaire, la connaissance pratique nous donne à la fois sécurité et satisfaction. Leçon 5. La valeur de la persévérance et de la pensée à long terme. La Grande Dépression a duré plus d'une décennie dans de nombreux endroits, et les gens ont appris que la survie ne concernait pas les solutions rapides ou les solutions à court terme. C'était la persévérance, la patience, et la capacité de penser au-delà des circonstances immédiates vers de meilleurs temps à venir. J'ai connu une femme nommée Dorothée qui a planté des arbres fruitiers en 1934, quand sa famille luttait pour mettre de la nourriture sur la table chaque jour. Les gens pensaient qu'elle était folle, pourquoi dépenser de l'argent pour des arbres qui ne porteraient pas de fruits pendant des années quand ils avaient besoin de nourriture maintenant? Mais Dorothée comprenait quelque chose d'important sur l'espoir et la pensée à long terme. Elle a dit, « De toute façon, les années vont passer. Je peux les laisser passer et avoir toujours faim, ou je peux les laisser passer et avoir des pommiers.
Ces arbres ont non seulement fourni de la nourriture à sa famille dans les années suivantes, mais sont devenus une source de revenus quand elle vendait des pommes et des tartes aux pommes aux voisins. Plus important encore, l'acte de planter des arbres pendant les temps les plus sombres était un acte de foi qu'il y aurait un avenir qui vaudrait la peine d'être préparé. Cette perspective à long terme s'étendait à de nombreux domaines de la vie. Les gens ont appris à penser en termes de saison et de cycle plutôt que de gratification immédiate. Ils gardaient les graines du jardin de cette année pour la plantation de l'année prochaine. Ils conservaient la nourriture pendant les périodes d'abondance pour les porter à travers les périodes maigres. Ils investissaient du temps dans l'apprentissage de compétences qui les serviraient pendant des décennies. Dans notre culture de gratification instantanée, cette leçon nous rappelle le pouvoir de la patience et de la persévérance. Que nous travaillions vers une meilleure santé, des relations plus fortes, la sécurité financière, ou la croissance personnelle, le changement significatif arrive habituellement lentement, grâce à un effort constant dans le temps. Leçon 6. Trouver un but à travers le service aux autres. L'une des choses les plus remarquables dans de nombreuses histoires de l'époque de la dépression est la fréquence avec laquelle les gens ont trouvé leur chemin à travers leurs propres difficultés en se concentrant sur l'aide aux autres. Ce n'était pas d'avoir des ressources supplémentaires à partager, c'était comprendre que servir les autres nous sert souvent nous-mêmes de façon que nous n'attendons pas. Jacques était un adolescent pendant les pires années de la dépression, et il m'a parlé de sa grand-mère, qui malgré le fait d'avoir très peu elle-même, était connue dans toute leur petite ville comme quelqu'un qui pouvait aider pendant les temps de crise. Quand quelqu'un mourait, elle apparaissait avec de la nourriture pour la famille. Quand quelqu'un était malade, elle apportait de la soupe et restait avec eux. Quand une famille était expulsée, elle les aidait à trouver un abri temporaire, même si cela signifiait dormir sur son propre sol. Jacques a demandé à sa grand-mère une fois comment elle pouvait donner tant quand elle avait si peu. Elle lui a dit quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Quand tu aides quelqu'un d'autre, tu ne penses pas à tes propres problèmes. Et quand tu vois que tu peux toujours être utile, faire encore une différence dans la vie de quelqu'un, tu te rappelles que tu es plus que tes circonstances. Cette sagesse va à l'encontre de notre tendance moderne à nous concentrer vers l'intérieur quand nous luttons. La génération de la dépression a appris que bien que prendre soin de soi soit important, servir les autres est également guérisseur. Quand nous aidons les autres, nous nous rappelons notre propre force et capacité. Nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nos problèmes immédiats. Nous construisons le genre de communauté qui soutient finalement tout le monde. Leçon 7. Distinguer entre les désirs et les besoins. Peut-être plus que toute autre génération de l'histoire française, les gens qui ont vécu la dépression ont appris à distinguer clairement entre ce dont ils avaient vraiment besoin et ce qu'ils voulaient simplement. Ce n'était pas la privation, c'était la clarté. Comprendre ce qui contribue réellement à une bonne vie et ce qui n'est que distraction ou excès. Ruth, qui était une jeune épouse et mère pendant les années 1930, me l'a expliqué magnifiquement. Elle a dit, « Nous avons appris la différence entre avoir faim et vouloir quelque chose à manger, entre avoir froid et vouloir des vêtements à la mode, entre s'ennuyer et avoir besoin de divertissement. » Cette clarté aidait les gens à prendre des décisions avec leurs ressources argent et temps qui soutenaient ce qui comptait le plus. La famille de Ruth avait besoin d'abri, de nourriture, de vêtements et de sécurité. Ils voulaient une plus grande maison, de la nourriture plus raffinée, des vêtements élégants et du divertissement coûteux. En concentrant leurs ressources limitées sur les besoins d'abord, ils assuraient leur survie et stabilité. Mais de façon intéressante, Ruth disait que cette concentration les aidait aussi à jouir et apprécier ce qu'ils avaient plus pleinement. Quand ils pouvaient occasionnellement se permettre un petit luxe, peut-être un morceau de bonbon pour les enfants ou un billet de cinéma, cela se sentait vraiment spécial parce que ce n'était pas routinier. Ils avaient développé ce que nous pourrions appeler des compétences d'appréciation, la capacité d'apprécier vraiment les plaisirs simples parce qu'ils n'étaient pas pris pour acquis. Cette leçon ne signifie pas que nous devrions vivre dans une rareté artificielle ou nous refuser des conforts raisonnables quand nous pouvons nous les permettre. Mais elle suggère qu'examiner régulièrement nos priorités et distinguer entre besoins et désirs peut nous aider à faire des choix qui soutiennent notre bien-être et bonheur à long terme. Ces 7 leçons de la Grande Dépression ne sont pas seulement des curiosités historiques, c'est une sagesse pratique qui peut enrichir nos vies aujourd'hui. Elle nous rappelle que les êtres humains sont incroyablement adaptables, créatifs et résilients quand nous devons l'être. Elle nous montre que le sens et la joie ne dépendent pas des circonstances mais de comment nous choisissons de répondre à tout ce que la vie nous apporte.
Plus important encore, ces leçons nous enseignent que les temps difficiles ne doivent pas nous diminuer. Ils peuvent, si nous les laissons, nous enseigner des compétences, révéler des forces que nous ne savions pas avoir, approfondir nos relations, et clarifier ce qui compte vraiment. J'aimerais vous entendre dans les commentaires ci-dessous. Est-ce qu'une de ces leçons a résonné avec votre propre expérience ou des histoires de famille? Avez-vous découvert de la sagesse dans les temps difficiles qui vous a bien servi? Que ajouteriez-vous à cette liste basée sur votre propre parcours de vie? Si vous avez trouvé de la valeur dans la discussion d'aujourd'hui, s'il vous plaît donnez un pouce en l'air à cette vidéo, cela aide les autres à trouver ces conversations importantes. Considérez vous abonner à notre chaîne pour plus d'exploration réfléchie des leçons plus profondes de la vie. Et s'il vous plaît partagez cette vidéo avec la famille et les amis qui pourraient apprécier ces insights intemporels. Rappelez-vous, chaque génération fait face à ses propres défis, et chaque génération a l'opportunité de découvrir la sagesse qui peut être transmise à ceux qui viennent après. Merci de faire partie de cette conversation, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.